Il y a 3,3 millions d'années, quelqu'un, sur la rive ouest du lac Turkana au Kenya, a fabriqué des outils. Ce sont à ce jour les plus vieux outils connus au monde. Mais en fait, qu'est-ce qui nous dit que ces cailloux, à côté desquels on passerait sans les voir, sont bel et bien des outils? La découverte faite en 2015 sur le site de Lomekwi, qui renferme ses plus vieux outils connus, a fait énormément de bruit dans la communauté scientifique. Parce qu'il précède d'au moins 700 000 ans les plus vieux outils connus jusqu'alors. Du coup, ça montre bien à quel point le plus vieux exemplaire de quelque chose en archéologie est toujours à une découverte d'être totalement dépassé. Oui, parce qu'en fait, les plus vieux outils connus, ce ne sont pas les plus vieux outils tout court. En fait, il est quasiment improbable de les retrouver. Alors, on a déjà évoqué le fait que définir les auteurs de ces outils était compliqué. Mais en fait, déjà, comment définit-on que ce sont des outils ? Évidemment, c'est un peu compliqué de se représenter ce que c'est qu'un outil en pierre, parce qu'aujourd'hui, on n'en a plus vraiment l'usage. Quoique, pas quand on utilise un mortier pour faire sa margarita, le mortier peut être en pierre, donc on a quand même un petit peu. Mais si on remonte dans le temps, déjà, une meule à grains, même si tout le monde voit à peu près ce que c'est et comment ça fonctionne, l'usage se perd de plus en plus, du coup, l'objet en lui-même se perd aussi. Donc, au final, quand on voit ça, moi, ça ne dit pas grand-chose, perso. Si on cherche la définition d'un outil, Google nous dira que c'est un objet fabriqué qui sert à transformer la matière, à travailler. Enfin, un objet fabriqué, oui et non, en fait. Parce que quand on est à la frontière entre éthologie et préhistoire, il y a la question des outils passifs. Par exemple, les singes actuels, quand ils prennent une pierre pour casser une noix, on a quand même un outil. Oui, mais en fait, il n'y a pas que les singes, nous aussi. Moi, personnellement, je trouve jamais mon casse-noix quand j'en ai besoin, donc je prends une pierre. Mais par contre, archéologiquement, cette action-là, elle est un petit peu difficile à reconnaître. Comment on différencie le caillou qui a servi à casser les noix des autres ? Du coup, et c'est vraiment là qu'on va marquer la spécificité humaine, si on a des outils passifs, on a aussi des outils actifs. Sur ces outils-là, en fait, on a une trace de transformation de la matière pour effectuer une tâche précise. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle des traces anthropiques. Et c'est ça que vraiment vont chercher les archéologues, à discerner si on a des traces naturelles ou des traces réalisées par des humains. Et ce qui est vraiment génial avec la pierre, c'est qu'elle enregistre absolument tous les événements qui lui sont arrivés, qu'ils soient d'origine naturelle ou anthropique. Et du coup, on peut lire des traces qui ont été réalisées sur cette pierre il y a 3 millions d'années. Et là où c'est vraiment intéressant pour les archéologues, c'est que les stigmates laissés par les humains et les stigmates laissés par la nature sont totalement différents. Du coup, chez les humains, on va plutôt observer une série d'enlèvements rapprochés parce qu'on veut aménager un tranchant, par exemple. Ici, par exemple, à partir d'un rognon de silex, on observe deux éclats qui sont le produit de deux enlèvements consécutifs. On peut voir la trace du choc sur les éclats et aussi lire l'ordre de ces enlèvements, puisque le premier éclat aura laissé sa trace sur le deuxième avant que celui-ci ait été détaché. Ouais, quand même. Donc là, on a... Alors là, c'est sympa. C'est sympa parce que, en fait... Attends. On voit vachement bien les ondes de choc. Alors là, c'est on sympa. Voit tout. On voit à la fois ici le point d'impact avec ce bombement là, le bulbe. Et ensuite, on voit vraiment bien les ondes de choc qui se propagent. Donc on est bien sur un coup qui est venu de l'extérieur de la pièce. C'est pas comme par exemple la chaleur ou le gel qui va agir de l'intérieur et qui va faire exploser le caillou, quoi. Là, on est vraiment sur un impact extérieur, donc ça, c'est un des critères qu'on va rechercher pour déterminer si on a affaire à de la taille intentionnelle ou pas. Par exemple. On continue. Ça me fait un goût. Il y a un truc dont on parle pas, généralement quand on voit des démos de taille ou des trucs comme ça, c'est l'odeur de la pierre.
Je trouve qu'il y a une odeur particulière qui est assez sympa. Quand tu la sens pas forcément tout le temps, mais des fois quand tu tapes, tu sais, t'as une odeur un peu féreuse qui se dégage. Mais là, ça sent le fer. Tu vois? Moi, je trouve ça vachement sympa. C'était vraiment très intéressant. Voilà, en gros, le genre de choses qu'on peut lire sur des cailloux, mais il faut aussi penser que ces éclats qu'on aura détachés pourront eux-mêmes être transformés en outils. Et alors, sans que ça paraisse, ces trucs-là, ça coupe de ouf. Alors, en plus, il y a d'autres critères indirects qu'il faut prendre en ligne de compte. Parce qu'effectivement, la nature peut créer un ton tranchant si un caillou tombe sur un autre caillou dans le cadre d'un éboulement, par exemple. Mais de là à produire plusieurs tranchants avec exactement le même angle, sur le même site, et avec en plus de la pierre qui ne vient même pas du site lui-même, là, faut le faire. Et puis bon, ça c'est vraiment que pour les outils en pierre, mais il faut bien s'imaginer que, comme nous, les préhistoriques avaient accès à tout un tas d'autres ressources, comme... Comme le bois, comme Oui. l'écorce, comme les os, comme les tendons, les Ouais. Donc en fait, tous les matériaux qui se dégradent avec le temps et que archéologiquement, on a beaucoup de mal à retrouver. Et plus on remonte dans le temps, plus les traces techniques sont difficiles à percevoir. Du coup, quand on pense que ici, on a des outils qui ont traversé le temps jusqu'à 3,3 millions d'années et qu'on les retrouve, c'est quand même impressionnant. la vache.